Après l'audience qui leur a été accordée mardi 30 janvier 2024, le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE a fait des propositions pour contourner le dysfonctionnement relevé dans le code électoral. En ce qui concerne la modification du code électoral, Paul Hunkpe a exposé une suggestion concrète pour contourner la nécessité de réviser la Constitution. Vous savez, FCBE est un parti, en dehors des partis de la mouvance, qui a participé à toutes les élections. Élections communales, présidentielles et législatives. Et donc nous avons pratiqué les réformes. Nous avons suffisamment éprouvé ces réformes. Nous sommes mieux placés pour donc dire ce qui n'a pas marché, ce qu'on peut faire pour que le pays, au plan politique, se porte mieux. Nous avons des élus aussi, et donc au regard de tout ça, nous avons estimé qu'il faut qu'on nous associe au débat. D'abord sur le code. Sur le code, nous avons une proposition simple qui pourrait permettre de contourner l'obligation d'aller vers la révision de la Constitution. Nous pensons que si nous touchons à l'article 41, alinéa 11, où il est dit que la Sénat dispose de 8 jours pour donc étudier les dossiers, on pourrait allonger à 12 jours, les 12 jours ajoutés à la date 5, où les dépôts de dossiers de candidats doivent se faire, pourraient permettre que tous les élus de 2026 soient déjà en place et que les candidats qui, entre-temps, auraient déposé les dossiers le 5 puissent donc compléter les pièces de leur dossier par les formulaires de parrainage. C'est une proposition que nous faisons. Mais nous ne nous limitons pas à la question de parrainage. Nous pensons qu'il y a bien d'autres modifications à apporter à la loi, telles que le montant des cautions. Nous plaidons à ce qu'on revoie un peu les montants. Au-delà de ça, nous avons bien d'autres propositions que nous avons. Par rapport à la Constitution, nous estimons que autant que faire se peut, que nous puissions l'éviter. Éviter la révision de la Constitution dans la situation actuelle. Et voilà qu'une proposition est déposée. Et je crois que cette propension, cette prédisposition du peuple à ne pas accepter une révision doit prévaloir et nous allons voir comment les débats vont se faire. De toute façon, pour nous autres, il n'est pas question d'aller vers la révision de la Constitution. La 9 procédure était inscrite au rôle de la première session criminelle consacrée au jugement des infractions économiques et du terrorisme. Ces 9 procédures ont été effectivement étudiées par la Cour. Il y avait 33 accusés et ces 33 accusés ont été entendus par la Cour. Sur les 9 procédures, 8 ont été totalement clôturées, c'est-à-dire que nous avons les verdicts dans les 8 procédures. Il y a une procédure qui a fait l'objet de renvoi à une session ultérieure, simplement parce que la Cour a estimé qu'il fallait un supplément d'information. La Cour a ordonné un supplément d'information. Elle a considéré qu'il y avait des éléments qui manquaient et qu'il fallait faire des investigations supplémentaires. Ce qu'on doit retenir en termes de verdict, c'est que nous avons eu des acquittements au cours de cette session criminelle. Nous avons eu des condamnations à des peines d'emprisonnement et de réclusion criminelle.
La plus petite condamnation était de 3 ans d'emprisonnement et la plus lourde condamnation que nous avons eue est de 20 ans de réclusion criminelle. C'est une personne qui était en fuite, donc c'était effectivement en raison de son absence à l'audience que cette peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle a été appliquée. Si tout va bien, en principe, à partir du 5 février, nous devrions ouvrir une nouvelle session consacrée au jugement des infractions commises à raison du sexe des personnes. Puis, dans la foulée, une session spéciale consacrée à un dossier important de détournement de deniers publics également, dans lequel nous avons jusqu'à 25 accusés. Donc, ça va être une session spéciale pour un seul dossier, mais ce dossier sera étudié très certainement sur plusieurs jours, 1 semaine, voire 2 semaines. En tout cas, on prendra le temps nécessaire pour que ce dossier soit conduit et que le jugement intervienne dans un délai raisonnable. Je me suis fait le devoir de convoquer la présente session pour soumettre à l'endossement par le GLE de l'agent partenaire sélectionné pour la mise en œuvre des financements STG et accélération de l'éducateur des filles octroyé au Bénin par le PME. Ce n'est qu'après cet endossement qu'interviendra la notification de la décision du gouvernement à l'agent partenaire nommé, puis au PME. Il nous reviendra, une fois encore, gouvernement et partenaires techniques et financiers, de déployer plus d'efforts de renforcement de la coordination, la cohérence, la synergie et l'efficacité dans les interventions. La direction de la questure a initié cette retraite bilan juste pour essayer de regarder un peu dans tout ce que nous faisons, est-ce que durant l'année 2023, ce que nous avons fait de bien, ça va être capitalisé, ce qui a été moins bon, ça va être amélioré et nous allons projeter des activités, des actions pour corriger ce qui n'a pas été bien fait. C'est en effet une première dans l'histoire du Parlement, du moins dans l'histoire de l'administration parlementaire, que les agents d'une direction décident délibérément et sur fonds propres d'organiser une retraite afin de mener des réflexions visant l'amélioration du fonctionnement administratif de leur structure, et ce, dans un cadre festif et convivial. Je suis sortie aguerrie puisqu'on nous a donné le sens de la motivation au travail. Et j'ai compris, après la causerie débat d'hier nuit et de la communication de tout à l'heure, que franchement, nous avons beaucoup d'intérêt à nous donner au travail. Je ne peux que dire que je suis très satisfaite et j'espère surtout que ça va être pérennisé parce que c'est des moments où on échange librement avec nos supérieurs hiérarchiques. On n'a pas toujours ces facilités-là quand on est à l'Assemblée nationale et on se sent beaucoup plus écouté. C'est une activité dont nous avons besoin et si cela n'existait pas, il fallait la créer. Parce que d'abord, pour nous-mêmes, en tant que personnel de cette direction, nous travaillons à longueur de journée, nous avons la pression à tout bout de champ et il est important que nous fassions un bilan de cette activité après une année d'exercice. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest perd 3 de ses membres fondateurs. Il s'agit entre autres du Burkina Faso, du Mali et du Niger. C'est à travers un communiqué qu'ils ont annoncé leur retrait de la CEDEAO le dimanche 28 janvier 2024. À Cotonou, des citoyens livrent leur impression. Je pense que le retrait de ces 3 pays de la CEDEAO peut avoir des conséquences sur plusieurs plans. Sur le plan social, ça peut impacter les relations entre les 2 pays. Ça peut peut-être engendrer de petits problèmes diplomatiques. Par rapport à ces pays frères qui viennent de faire leur retrait de la CEDEAO, moi je vois que c'est très bon. C'est très bon. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des pays qui sont en train de se développer. Il y a des pays qui sont en train de se développer. Et nous, nous sommes dans une phase où nous devons
On ne peut pas rester sous ordre pendant des années et faire ce que tu as la volonté de faire. Jamais tu ne vas te lever maintenant, dire que tu peux faire ceci sans qu'on ne te donne pas l'ordre. Nous avons vu ici, dans ce continent, pour ne pas dire dans cette sous-région, que les terroristes ont tellement dérangé ces 3 pays, en commençant par le Mali. Si je prends par exemple le cas de Niger, tout près qui vient d'arracher son vraie indépendance, c'est-à-dire ils étaient sous ordre. Ils étaient sous ordre. Et cet ordre-là ne vient pas indépendamment de leur volonté. C'est-à-dire ils sont là, comme CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais profondément, ils sont sous commande. Maintenant, ce qu'on appelle la vraie indépendance, c'est ça que les pays frères là viennent de faire. La CEDEAO qui est censée soutenir matériellement, financièrement, pour ne pas dire moralement, au contraire, les ont laissés dans leurs problèmes. Maintenant, cela ne va pas suffire. C'est aller jusqu'au, c'est-à-dire, ce problème s'est étendu jusqu'au Burkina. Même chose. Ils n'ont pas soutenu ce pays-là, Burkina. Niger, ils n'ont pas soutenu. Je dirais, ce sont les grandes puissances qui sont à la base de la semence de ces 3 pays-là. Ils ont des ressources, mais ils n'arrivent pas à les exploiter tel que cela se doit. C'est-à-dire ces ressources-là sont exploitées par les Occidentaux, mais c'est à un frais minable. Maintenant, par rapport à cette indépendance qu'ils ont pris vis-à-vis d'eux maintenant, ils peuvent décider de toutes choses à leur propre volonté. Donc vous voyez, ils ont des ressources, ils ont beaucoup de ressources. Et par rapport à leur retrait maintenant, ils vont prendre des décisions qui peuvent leur permettre de juger bon de ces ressources-là. Parce qu'ils peuvent se lever aujourd'hui maintenant, faire un bon prix par rapport à leurs ressources. Parce que c'est des pays du Sahel, ils ont beaucoup de pétrole, ils ont beaucoup de choses. C'est sûrement un rapport avec la France parce qu'il y a ces pays-là qui ont de sérieux problèmes avec la France. Donc ils se sont retirés. D'abord, ils ont coupé les liens avec les Français jusqu'à ce que les Français ont interdit les visas aux ressortissants de ces pays. Donc, c'est-à-dire les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens n'ont pas accès à ces pays facilement. Bon, même les étrangers et même les étudiants ont du mal à aller étudier en France. Les étudiants de ces 3 pays-là. La population africaine a évolué, la mentalité africaine a évolué, y compris même les grandes puissances. C'est une leçon qu'on est en train de donner à ces pays-là, à ces grandes puissances-là, qui se disent grandes puissances, qui sont là en train d'escroquer les pauvres populations africaines. Ils veulent nous maintenir toujours pauvres. Non, ce n'est pas possible. Nous voyons, nous voyageons, nous savons ce qui se passe dans les autres pays. Là-bas, c'est beau. Ils ont bâti leur paradis. Ils ont bâti leur paradis là-bas. Mais est-ce que nous-mêmes, on n'a pas envie de vivre dans un paradis? On a envie aussi de vivre dans un paradis. Pour cela, alors là, il va falloir que nous, Africains, nous prenions nos responsabilités. Et c'est ce qui a commencé. Moi, dans tout ça, là, celui que j'ai beaucoup plus félicité, c'est Tiani. Rappelons que les autorités des 3 pays, que sont le Mali, le Niger, le Burkina Faso, justifient leur démission par l'éloignement de la CEDEAO des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Dans la capitale, Niamey, la décision prise par les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso fait du bien aux habitants. Ils ont bien fait de prendre leur destin en main parce que c'est la population qui souffre. Et aujourd'hui, voilà, c'est fait. Et vraiment, nous voulons à ce que même pas la CEDEAO de quitter même toutes les institutions là qui peuvent en toutefois nuire à notre c'est-à-dire développement. Les dirigeants de ces 3 pays accusent le bloc régional d'Afrique de l'Ouest d'être de connivence avec les grandes puissances pour les déstabiliser. On a constaté aussi que le président du Nigeria et celui de la Côte d'Ivoire se sont rendus à Paris. Et nous déjà, nous soupçonnons la manipulation de la CEDEAO par la France. Donc tous ces éléments concourent
à nous conforter dans nos soupçons. Donc pour nous, la décision est non seulement salutaire, mais aussi historique. Et elle est à saluer à juste titre parce que je me dis, au lieu de traîner derrière la CEDEAO, si la CEDEAO elle-même ne veut pas dialoguer, je ne vois pas en quoi nous devons encore rester dans une organisation qui a pour fondement normalement la solidarité, mais qui aujourd'hui refuse d'être solidaire par rapport à des États qui sont en difficulté. Conséquences, il y en aura, mais il faut que les gens arrêtent de penser qu'il y en aura seulement à sens unique. C'est des conséquences qui seront partagées par toute la communauté. Donc c'est une communauté de destin, il y a une interdépendance. Mali, Niger et Burkina Faso se sont d'ores et déjà engagés à construire un nouveau bloc de coopération autour de l'AES. Au Sénégal, à un mois de la présidentielle, l'opposant Ousmane Sonko, emprisonné depuis 6 mois, a désigné son successeur. Dans une vidéo non datée, Sonko désigne son numéro 2, Bassirou Diomaye Faye, comme son remplaçant à la présidentielle sénégalaise du 25 février. La candidature de Faye était déjà le plan B de Sonko et de son parti dissous, le PASTEF. Faye, lui aussi écroué depuis avril 2023, vient de voir sa candidature validée par le Conseil constitutionnel, car contrairement à Sonko, il n'a pas été jugé et condamné. Il lui est reproché d'avoir critiqué les magistrats qui ont décidé de juger Ousmane Sonko. Le nouveau candidat à la présidentielle sénégalaise a un parcours similaire à son prédécesseur Ousmane Sonko. L'opposant annoncé comme l'un des favoris de l'élection a effectivement été écroué en juillet 2023 pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Le Zimbabwe a lancé lundi une campagne de vaccination contre le choléra visant à immuniser plus de 2 millions de personnes contre la maladie d'origine hydrique. Administré par voie orale, le vaccin offre une protection d'au moins 6 mois. Commençant à Kubwadzana, près de Harare, les agents de santé se sont concentrés sur les écoliers et les initiatives de porte-à-porte. L'épidémie qui dure depuis février 2023 a fait plus de 400 victimes et infecté plus de 20 000 personnes. Le Zimbabwe recevra un total de 2,3 millions de doses de vaccins de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé, qui seront déployées dans 29 des quartiers les plus affectés. Plus de 892 000 doses ont déjà été expédiées, selon le ministère de la Santé zimbabwéen. Le choléra se propage par l'eau ou des aliments contaminés et se manifeste souvent dans les zones urbaines surpeuplées où les installations sanitaires sont insuffisantes. En novembre, le gouvernement zimbabwéen a pris des mesures pour restreindre les rassemblements publics et la vente d'aliments pour surveiller les enterrements dans les zones touchées par le choléra. La campagne constitue une mesure préventive essentielle contre la maladie dans les zones surpeuplées présentant des problèmes d'assainissement. L'activiste zimbabwéen Job Sikala va sortir de prison après 19 mois passés derrière les barreaux. Il a été reconnu coupable d'incitation à la violence publique et condamné la semaine dernière à 2 ans de prison avec sursis. Monsieur Sikala était poursuivi dans cette affaire avec un député de l'opposition, Godfrey Sitole, mais c'est désormais un homme libre, a déclaré son avocat à la sortie de l'audience au tribunal d'Harare. L'un des principaux opposants du pays devrait être libéré ce mercredi. Job Sikala est un député et une figure du principal parti d'opposition, la Coalition des citoyens pour le changement au Zimbabwe. Il a été arrêté plus d'une 60aine de fois en 20 ans. À l'annonce de sa libération, des dizaines de soutiens ont chanté et levé le poing en signe de victoire sur les marches du tribunal. La maison de vente aux enchères de Guernsey à New York a brusquement interrompu la vente d'environ 70 objets personnels appartenant à l'ancien président sud-africain et héros de l'apartheid Nelson Mandela. La vente a été interrompue sans explication à la suite d'un tollé en Afrique du Sud. Makaziwe Mandela, la fille aînée de Nelson Mandela, avait prévu de vendre aux enchères le 22 février des objets tels que ses appareils auditifs, ses cannes et ses lunettes de lecture.
Le produit de la vente devait servir à financer un jardin commémoratif près du lieu de sépulture de Nelson Mandela. Cependant, la vente aux enchères s'est heurtée à l'opposition de l'Agence sud-africaine des ressources patrimoniales qui a contesté la décision devant le tribunal et prévoit de faire appel. La ministre sud-africaine des Arts et de la Culture, Zizi Kodwa, a insisté sur la nécessité de préserver l'héritage de Mandela. Nelson Mandela, qui a joué un rôle essentiel dans la lutte contre l'apartheid, a été emprisonné pendant près de 30 ans, avant de devenir le premier président noir de l'Afrique du Sud en 1994. Sa mort en 2013 marqua la fin d'une époque. Un juge haïtien a émis un mandat d'arrêt contre l'épouse du président Jovenel Moïse, assassiné en juillet 2021 dans sa résidence d'été par un groupe armé. Le mandat d'arrêt est daté du 25 octobre et signé par le juge Walter Voltaire, qui supervise une enquête en cours sur le meurtre de Moïse. Le juge a pris cette décision à la suite du refus de Martine Moïse de le rencontrer, afin qu'il puisse l'interroger sur l'affaire. Le mandat contient peu de détails et ne mentionne ni ne suggère une quelconque implication de la veuve de l'ancien président. Après l'assassinat du 7 juillet 2021, Martine Moïse a été transportée par avion vers un hôpital de Floride pour y être soignée. Depuis la reprise des livraisons de céréales par les organisations humanitaires en Éthiopie, seuls 14% des 3,2 millions de personnes ciblées par les agences humanitaires dans la région du Tigré ont reçu une aide alimentaire en janvier. Les Nations Unies et les États-Unis avaient interrompu cette aide à la mi-mars de l'année dernière suite à la découverte d'un projet à grande échelle de vol de céréales humanitaires. La suspension a été étendue au reste de l'Éthiopie en juin, alors qu'environ 20 millions d'Éthiopiens ont besoin de nourriture en raison de la sécheresse, des conflits et d'une économie qui tourne au ralenti. L'arrêt de cette aide a malheureusement aggravé la famine au Tigré, où la production agricole n'a atteint que 37% du total estimé. La mauvaise récolte a incité les autorités de la région à mettre en garde contre une famine en cours qui pourrait égaler la catastrophe de 1984 qui avait tué des centaines de milliers de personnes dans le nord de l'Éthiopie. L'ONU et plusieurs ONG ont accueilli avec prudence lundi le sommet des dirigeants africains et de la première ministre italienne Giorgia Meloni, lors duquel a été présenté le grand plan de développement de l'Italie pour le continent africain. Amy Pope, directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, estime que le plan doit traiter la question migratoire dans sa globalité. Le fait est que la conversation ne porte pas uniquement sur la migration, mais sur la façon dont vous obtenez de meilleurs résultats en matière de développement. Comment vous investissez dans l'énergie verte, comment vous investissez dans la formation professionnelle. C'est une manière beaucoup plus efficace de faire face aux pressions migratoires. Gianpaolo Silvestri, secrétaire général de la Fondation AVCI pour la coopération, doute de la capacité du plan à réduire les flux migratoires. Le décret du plan Mattei parle d'un horizon de 4 ans. Nous pouvons considérer cela comme un horizon à moyen terme. Mais pour avoir un impact dans ces pays, notamment du point de vue de l'éducation et de la formation des générations futures, il faut au moins un horizon de 10 ans pour avoir des résultats. Alors clairement, à court terme, on peut activer des outils pour gérer le phénomène migratoire. Gérer, c'est-à-dire créer des flux migratoires réguliers, légaux et autorisés. Mais je ne crois pas que le plan puisse contenir le phénomène migratoire à court terme. Je pense que c'est peu probable. Amina Jane Mohamed, secrétaire générale adjointe aux Nations Unies, estime que le plan de Meloni est un échec.
À mi-parcours de l'agenda 2030, le progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable sont terriblement insuffisants. Seuls 15% des objectifs sont en passe d'être atteints d'ici 2030. À tout égard, c'est un échec. Avec notre population jeune, dynamique et en plein essor, notre richesse en minéraux essentiels et les vastes perspectives d'énergie renouvelable, l'Afrique pourrait devenir une centrale d'énergie propre et un centre de services numériques, ainsi que le prochain grand pôle manufacturier du monde. L'Italie, au cœur du débat sur la migration en Europe, promeut son plan de développement comme un moyen de créer des conditions de sécurité économique qui décourageraient les jeunes Africains d'entreprendre des migrations dangereuses vers le vieux continent.